Pendant des années, un milliardaire affirma que son fils unique était né avec une maladie neurologique rare qui l'avait laissé totalement muet. L'enfant n'avait jamais prononcé un seul mot en public, ni à l'école, ni à la maison, ni même devant les médecins. Tout le monde avait cru à cette histoire. Mais tout changea le jour où la gouvernante de longue date de la famille, la seule personne qui se souciait réellement de l'enfant, fut soudainement et publiquement accusée d'avoir volé un document médical confidentiel. Ce qui se passa ensuite choqua toute la salle du tribunal et le monde entier. Le garçon ouvrit la bouche et parla enfin, non pas par peur, mais pour révéler la vérité que son père avait essayé d'enterrer depuis des années. Avant de continuer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et surtout, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Nous aimons le savoir. Richard Dubois, l'un des hommes les plus riches du pays, se tenait devant un groupe de journalistes et de caméras. Sa voix était calme mais ferme. Il déclara au monde que son fils, Ethan, était né avec une condition rare, qui l'avait rendu sourd et incapable de parler. Richard assura qu'il existait un espoir, un traitement expérimental à l'hôpital Necker-Enfants Malades à Paris, qui pourrait permettre à Ethan d'entendre et de parler. Mais il y avait un problème. Un document essentiel, nécessaire pour débloquer les fonds destinés au traitement, restait bloqué au tribunal. Richard implora de l'aide. Il affirma que ce n'était pas une question d'argent ou de pouvoir, mais de sauver l'avenir de son fils. Le moment fut émouvant. Dans tout le pays, les gens suivirent les nouvelles et furent touchés par ses paroles. Richard paraissait fatigué, mais déterminé. À ses côtés se tenait son avocate, maître Vanessa Moreau, qui travaillait sans relâche sur l'affaire. Son visage était grave lorsqu'elle promit qu'ils faisaient tout leur possible pour obtenir la libération du document. Maître Moreau, l'avocate de Richard, travaillait jour et nuit. Elle sollicitait les juges, déposait des requêtes urgentes et contactait des personnes haut placées. Chaque jour, elle se heurtait à des obstacles juridiques, mais elle ne renonçait pas. Elle expliqua au tribunal que le Fonds européen de recherche médicale, qui disposait de millions d'euros, avait été créé précisément pour des cas comme celui d'Ethan. Mais à cause d'un litige impliquant l'organisation qui contrôlait le fonds, aucun argent ne pouvait être libéré sans le document confidentiel. Vanessa soutint que ce retard risquait de coûter à Ethan sa chance d'avoir une vie normale. Elle précisa clairement que le temps pressait. Le traitement n'était disponible que pour une période limitée et Ethan devait commencer rapidement. Les journalistes suivaient chacun de ses pas. Les chaînes d'information la montraient entrant au tribunal avec des piles de dossiers, accordant des interviews et parlant avec passion. Sur Internet, des gens commencèrent à la soutenir et à l'appeler une héroïne. Mais malgré ses efforts acharnés, la bataille judiciaire s'avéra plus compliquée que prévu. À l'intérieur du vaste manoir silencieux de Richard, l'ambiance était très différente. Tandis que le monde voyait un père désespéré et une avocate courageuse, quelqu'un d'autre observait tout en silence. Grace Lefebvre, la gouvernante, travaillait pour la famille Dubois depuis de nombreuses années. Elle connaissait bien la maison et voyait des choses que personne d'autre ne remarquait. Grace faisait le ménage, préparait les repas et s'occupait d'Ethan quand Richard était absent. Elle remarquait le comportement du garçon. Il ne pleurait pas. Il ne faisait pas de bruit. Il restait simplement assis en silence ou fixait le sol. Parfois, il regardait son père avec crainte. Grace constatait aussi la façon dont Richard et Vanessa parlaient lorsqu'ils étaient seuls. Leur voix était plus basse, plus grave. Ils semblaient nerveux, parfois même en colère. Leur attitude la mettait mal à l'aise. Elle commença à se demander si l'histoire qu'ils racontaient au public était bien toute la vérité. Elle se sentait partagée
entre garder le silence et poser des questions qu'elle n'était pas sûre d'avoir le droit de poser. Les jours passèrent et la pression monta. Richard multipliait les interviews. Il apparaissait sur les plateaux télé de France 2 et TF1, visitait des hôpitaux et rencontrait même des responsables gouvernementaux. Il affirmait que tout ce qu'il voulait, c'était aider son fils. Chaque apparition était soigneusement planifiée. Ethan n'était jamais montré à la caméra, mais Richard parlait toujours de lui. Il racontait comment Ethan souriait autrefois bébé et comment cette condition lui avait volé sa voix. Mais Grace, qui passait la plupart de son temps dans la maison, remarquait des détails qui contredisaient les dires de Richard. Ethan souriait rarement. Il évitait son père et ne semblait calme qu'en présence de Grace. Une fois, Grace surprit Richard criant au téléphone, furieux, disant à quelqu'un de s'en tenir au plan. Une autre fois, Vanessa laissa par erreur un dossier sur la table de la cuisine. Grace y jeta un coup d'œil et vit des documents qui n'avaient rien de médical. C'étaient des contrats et des accords juridiques portant des noms qu'elle ne reconnaissait pas. Malgré le soutien croissant de l'opinion publique, le tribunal n'avait toujours pas libéré le document. Vanessa continuait de pousser, déposant des appels et réclamant des audiences d'urgence. Elle affirmait que l'affaire ne concernait pas seulement Ethan, mais donnait aussi de l'espoir à d'autres familles dans des situations similaires. Ses arguments étaient les solides, mais le juge restait prudent. Trop de questions juridiques entouraient le fond. En privé, Vanessa paraissait plus stressée que jamais. Elle dormait à peine et lorsqu'elle parlait à Richard, leur discussion dégénérait souvent en dispute. Grace commença à se sentir inquiète. Quelque chose n'allait pas. Elle se demandait si le garçon allait vraiment bénéficier du traitement ou si autre chose se tramait. Elle pensa à parler, mais qui la croirait? Elle n'était qu'une gouvernante. Pourtant, plus elle voyait et entendait, plus elle se convainquait qu'Ethan n'était pas le seul en danger. Grace se mit à prendre des notes sur ce qu'elle voyait et entendait, sans savoir encore ce qu'elle en ferait. Une nuit, alors qu'Ethan dormait et que la maison était silencieuse, Grace Lefebvre se tenait dans le couloir, près du bureau de Richard. La porte était légèrement entr'ouverte, et elle put entendre Richard et Vanessa parler. Leur voix était basse, mais elle entendit suffisamment. Ils discutaient de la durée, pendant laquelle ils pourraient encore faire croire à leur histoire, et de ce qu'il faudrait faire si le document n'était jamais libéré. Vanessa disait qu'il leur fallait plus de temps. Richard répliqua que les gens posaient déjà trop de questions. Puis, un silence. Richard demanda si Grace avait vu quelque chose. Vanessa répondit qu'elle ne pensait pas, mais qu'il fallait rester prudent. Le cœur battant, Grace s'éloigna discrètement. Elle savait désormais que quelque chose était caché. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle était certaine que la vérité était différente de ce que montraient les journaux télévisés. En regagnant sa chambre, elle jeta un dernier regard vers la porte de la chambre d'Ethan. Le garçon restait silencieux. Rien n'avait changé, du moins pas encore. Le jour tant attendu arriva. Après des semaines de démarches juridiques, d'attention médiatique et d'interviews émouvantes, Richard Dubois devait présenter le document confidentiel au tribunal. C'était l'étape finale pour débloquer l'argent du Fonds européen de recherche médicale et envoyer Ethan à l'hôpital Necker pour le traitement expérimental. Mais ce matin-là, en entrant dans le palais de justice, Richard paraissait méconnaissable. Il était pâle, transpirant, tremblant. Tout le monde comprit qu'il y avait un problème. Alors que les flashs crépitaient et que les journalistes l'assaillaient de questions, Richard leva les mains et déclara que le document avait disparu. Il affirma qu'il s'était volatilisé de son bureau durant la nuit. La salle d'audience entière resta sous le choc. Son avocate, Maître Moreau, semblait confuse et furieuse.
Richard ne tarda pas à formuler une accusation grave. Il affirma que Grace, la gouvernante, avait volé le document. Il expliqua qu'elle s'était récemment disputée avec Vanessa et qu'elle avait pu agir par vengeance. L'accusation surprit tout le monde. Grace fut convoquée dans une salle privée et interrogée par la sécurité. Elle était totalement stupéfaite. Son visage exprimait la confusion et la peur. Elle affirma n'avoir aucune idée de ce dont Richard parlait et nia tout en bloc. Elle expliqua qu'elle avait travaillé toute la nuit à nettoyer les chambres d'amis et à préparer les repas, comme toujours. Vanessa resta longtemps silencieuse. Puis, quand elle parla enfin, ce fut pour confirmer l'accusation de Richard, affirmant que Grace s'était comportée étrangement ces derniers jours. Grace n'en croyait pas ses oreilles. Dans le tribunal, les murmures s'amplifièrent. Certains pensaient qu'elle était innocente. D'autres croyaient le puissant homme et son avocate. Sans preuve matérielle et sous la pression de Richard, le juge ordonna que Grace soit temporairement écartée de la maison jusqu'à nouvel ordre. On lui interdit de s'approcher de la famille. En sortant, Ethan se tenait silencieusement dans le couloir. Il la suivit du regard avec une attention soutenue. Il ne prononça pas un mot, comme toujours. Debout près d'une chaise, serrant fort son ours en peluche, il paraissait absent. Tout le monde pensait qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Richard lui tapota l'épaule et dit au journaliste qu'Ethan était confus et effrayé et qu'il ferait tout pour le protéger. Mais plus tard, de retour au manoir, Ethan monta seul dans sa chambre. Il s'assit sur le sol, toujours silencieux. Après quelques minutes, il regarda autour de lui et sortit un papier plié de sous son lit. Il le serra entre ses petites mains, le contempla un moment, puis le glissa dans une boîte à jouets. Il ne parla pas. Il ne pleura pas, mais la façon calme et assurée dont il agit montrait qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Personne dans la maison ne le vit. En bas, les adultes se disputaient. La police avait été appelée et l'enquête venait officiellement de commencer. Les policiers arrivèrent plus tard dans l'après-midi. En civil, ils demandèrent à voir le bureau où le document avait été aperçu pour la dernière fois. Richard les conduisit à l'intérieur, expliquant qu'il gardait le papier dans un tiroir fermé à clé. Il affirma que le tiroir avait été retrouvé ouvert ce matin-là et que le document manquait. Les officiers prirent des photos, cherchèrent des empreintes et posèrent beaucoup de questions. Grace avait déjà été éloignée, mais ils expliquèrent qu'ils devraient l'entendre de nouveau. Vanessa déclara aux agents que Grace s'était montrée jalouse et colérique depuis le début de la bataille judiciaire et qu'elle avait même proféré de petites menaces. Richard répéta que Grace avait pu agir pour lui nuire, à lui ou à Vanessa. Les policiers ne commentèrent pas. Ils prirent des notes, saisirent des objets du bureau et promirent de revenir. Plus tard, Vanessa exigea que le tribunal agisse rapidement. Elle rappela au juge que la fenêtre médicale pour le traitement d'Ethan était courte et ne pouvait attendre plus longtemps. Le juge convoqua une brève audience d'urgence et écouta la demande de Vanessa. Après discussion avec les deux avocats et les enquêteurs, il décida d'accorder 30 jours supplémentaires pour retrouver le document. Il précisa que le tribunal avait besoin de preuves et qu'en l'absence du document, aucun fonds ne pouvait être libéré. Vanessa parut contrariée, mais accepta. Richard hocha la tête, frustré. Dehors, les journalistes faisaient immédiatement des comptes rendus au public. L'affaire du document disparu et l'accusation contre la gouvernante faisaient les gros titres. Certains défendaient Grace sur Internet, trouvant l'accusation étrange. D'autres croyaient Richard en raison de sa fortune et de son influence. À la maison, l'atmosphère changea. Tout le monde était tendu. Vanessa travaillait tard chaque nuit. Richard parlait à peine au personnel. Ethan restait dans sa chambre, silencieux et seul. Mais à l'intérieur,
Il ne faisait pas que jouer ou dormir. Il écoutait. Quand des gens passaient devant sa porte et parlaient, il les regardait, essayant de comprendre chaque mot. Au fil des jours, Ethan commença à changer. Il suivait les gens du regard plus souvent. Il observait leurs lèvres quand ils parlaient, comme s'il étudiait leurs mouvements. Parfois, il reproduisait discrètement de petits gestes de la bouche quand personne ne le regardait. Vanessa remarqua qu'il s'asseyait plus près lorsqu'elle téléphonait et qu'il fixait son visage pendant qu'elle parlait. Une fois, elle se retourna et lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. Mais il détourna vite les yeux. Richard, trop occupé à appeler ses avocats et à gérer la tempête médiatique, ne remarquait presque rien. Pourtant, Ethan devenait de plus en plus conscient. Il se mettait à s'asseoir près des escaliers quand les adultes parlaient en bas. Il observait, attendait et mémorisait. Et toujours, la boîte à jouets de sa chambre restait fermée, cachée au même endroit. À l'intérieur, le document plié demeurait intact. Personne ne savait que le papier pour lequel tout le monde se battait se trouvait dans la maison depuis le début. Ethan, silencieux comme toujours, comprenait beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Chaque matin, comme une horloge, Richard entrait dans la chambre de son fils avec une petite bouteille brune et une cuillère. Le liquide à l'intérieur avait une odeur amère, et Ethan fronçait toujours les sourcils en le voyant. Richard affirmait que ces gouttes étaient de son médicament pour sa condition neurologique. Il répétait encore et encore que sans elle, l'état d'Ethan risquait d'empirer, que c'était nécessaire pour garder son cerveau stable. Richard insistait pour donner lui-même le traitement, n'autorisant personne d'autre à toucher la bouteille. Même l'infirmière qui venait parfois à la maison était priée de ne pas s'en mêler. Ethan s'asseyait tranquillement, pendant que son père versait les gouttes dans la cuillère. Il ouvrait la bouche et les avalait, comme il l'avait toujours fait, mais quelque chose dans cette routine lui semblait étrange. La façon dont Richard serrait la bouteille, le fait qu'il n'ait jamais laissé personne lire l'étiquette, tout cela mettait Ethan mal à l'aise. Pourtant, il restait muet, comme toujours. Grace Lefebvre, qui avait reçu l'ordre de rester loin de la maison, essayait encore d'entrer en contact avec lui. Elle envoyait de petits messages par un voisin pour demander comment il allait. Elle alla même jusqu'à déposer un jouet au portail un après-midi, mais Richard le fit jeter. Il affirma qu'elle n'avait plus aucun droit de les approcher. Grace s'inquiétait sans cesse pour Ethan. Elle s'était occupée de lui pendant des années et connaissait ses habitudes mieux que quiconque. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais n'avait aucune preuve. Vanessa, de son côté, remarquait aussi le contrôle absolu de Richard sur le médicament. Mais elle ne disait rien, trop absorbée par le procès et l'affaire du document disparu. Ethan ressentait cruellement l'absence de Grace. Sans elle, il devenait encore plus silencieux et renfermé. Il restait de longues heures dans sa chambre, dessinant sur des bouts de papier et fixant les murs. Il pensait beaucoup aux médicaments. Pourquoi chaque dose le rendait-il si lourd, si fatigué? Un matin, Ethan décida qu'il ne voulait plus le prendre. Quand Richard entra avec la cuillère, il ouvrit la bouche comme d'habitude, mais ne l'avala pas. Il garda le liquide sur sa langue, jusqu'à ce que son père quitte la pièce. Puis il le recracha dans un mouchoir et le glissa derrière la commode. Il recommença le lendemain et le surlendemain, feignant d'obéir, mais refusant en secret. Personne ne remarqua rien. Richard croyait que son fils continuait à avaler les gouttes. Ethan garda son plan pour lui. Au fil des jours, il se sentit différent. Sa tête paraissait plus légère. Le brouillard constant qui enveloppait ses pensées commença à se dissiper. Il remarqua des petites choses qu'il n'entendait jamais auparavant. Le tic-tac de l'horloge, les pas dans le couloir, même le bruit lointain des voitures dehors. Ces sons étaient faibles, mais bien réels. Ethan ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais cela l'effrayait autant que cela l'excitait.
Il n'en parla à personne. Bientôt, ses sons faibles devinrent plus clairs. Ethan entendit des chuchotements à travers les murs. Il perçut des rires venant du rez-de-chaussée. Il reconnut même la voix de Vanessa au téléphone quand elle croyait qu'il dormait. Au début, il pensa que c'était une sorte de magie ou de rêve. Il n'avait jamais entendu de son de cette façon, pas comme ça. Il restait immobile de longues minutes, écoutant attentivement, essayant de comprendre. Parfois, ces sons le rendaient heureux. D'autres fois, ils l'effrayaient, surtout quand Richard parlait avec colère au téléphone. Ethan se demanda si quelqu'un d'autre le savait, mais il n'osa rien dire. Si son père découvrait la vérité, il risquait de se mettre en colère ou de lui retirer complètement le médicament. Peu à peu, Ethan commença à réaliser que ces gouttes ne l'aidaient pas. Peut-être qu'elles l'empêchèrent d'entendre. Cette pensée resta en lui comme un secret. Il ne savait pas à qui le confier. Les jours passèrent et sa conviction grandit. Plus il restait sans prendre le médicament, plus son ouïe devenait forte. Désormais, il entendait la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Il percevait Vanessa tapant sur son clavier d'ordinateur. Il entendait même Richard et Vanessa discuter tard, le soir des délais judiciaires et de Grace. Les mots n'étaient pas toujours clairs, mais il en saisissait assez pour comprendre qu'ils cachèrent des choses. Ethan ressentait un mélange de peur et de curiosité. Et si sa condition n'avait jamais été une maladie de naissance? Et si elle avait été créée de toutes pièces? Il se rappela que Grace lui avait un jour dit doucement « Un jour, tu connaîtras la vérité. » Maintenant, il se demandait ce qu'elle avait voulu dire. Il se demandait aussi pourquoi son père tenait tant à ce médicament. Était-ce vraiment pour sa santé ou pour toute autre chose? La question prenait de l'ampleur dans sa tête chaque jour. Ethan n'en parlait à personne. Il restait silencieux, feignant que rien n'avait changé, mais à l'intérieur, il était différent. Il avait commencé à observer Richard de près chaque fois que la bouteille de médicaments apparaissait. Il remarquait que les mains de son père tremblaient légèrement lorsqu'il versait les gouttes. Il remarquait aussi que Vanessa ne regardait jamais la bouteille directement. Ethan se souvenait du visage inquiet de Grace la dernière fois qu'il l'avait vue. Toutes les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter dans son jeune esprit. Le médicament ne l'améliorait pas. Il le maintenait dans le même état, peut-être même le rendait-il malade. L'idée l'effrayait, mais lui donnait aussi un sentiment de contrôle qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Désormais, il savait qu'il avait un choix. Il pouvait continuer à faire semblant et en apprendre davantage, ou il pouvait le dire à quelqu'un. Pour l'instant, il choisit le silence, gardant son secret tout en écoutant le monde qu'il commençait enfin à entendre. Chaque nuit, après que la maison devienne silencieuse et que les lumières s'éteignent, Ethan écoutait. Au début, ce n'étaient que des bruits doux, des chaises qu'on déplaçait, des pas ou le ronronnement du réfrigérateur. Mais maintenant, tout était beaucoup plus clair. Les murs du manoir n'étaient pas aussi épais qu'ils en avaient l'air. Les voix les traversaient, surtout la nuit, quand tout le reste était calme. Ethan commença à entendre les conversations venant du bureau de Richard ou du salon. Les portes restaient souvent légèrement entr'ouvertes, et le son montait dans le couloir jusqu'à sa chambre. Il restait allongé, les yeux ouverts, essayant de capter chaque mot. Cela devint sa nouvelle routine. Chaque nuit, après avoir fait semblant de dormir, il s'asseyait tranquillement et attendait les voix. Elles venaient toujours. Richard et Vanessa parlaient tard, pensant qu'Ethan dormait. Il n'avait jamais imaginé qu'il pouvait les entendre. Et peu à peu, Ethan commença non seulement à entendre, mais à comprendre ce qu'il disait. Au début, les conversations n'avaient pas beaucoup de sens. Il parlait d'argent, d'audience au tribunal, de termes juridiques étranges.
Mais après plusieurs nuits, Ethan commença à relier les mots. Richard parla un soir de fonds enfin débloqués. Une autre nuit, Vanessa mentionna des transferts vers un compte bancaire au Luxembourg. Ces mots le troublaient, mais il comprit que tout cela n'avait rien à voir avec son traitement ou sa guérison. Cela ne visait pas à l'aider. Quelque chose n'allait pas. Puis, une nuit, il entendit quelque chose qui le terrifia profondément. La voix de Vanessa était calme, mais glaciale. Elle dit « Si ce garçon se met à parler, nous perdons tout. » Ethan se figea. Il resta assis sur son lit, les genoux repliés, le cœur battant. Que voulait dire cette phrase? Pourquoi leur perte dépendrait-elle de son silence? Il ne bougea pas pendant longtemps. Il fixa le mur, respirant doucement. Il comprit enfin que le médicament, le contrôle, les mensonges, tout était lié. Et maintenant, il en savait trop. Ethan n'en parla à personne. Il avait encore peur. Si Vanessa et Richard cachèrent quelque chose et découvraient qu'il les écoutait, il pourrait essayer de l'arrêter. Il ne savait pas ce qu'il ferait, mais cette idée le maintenait muet. Pourtant, il ne pouvait plus faire semblant, comme si de rien n'était. Il devait agir. Un matin, en rangeant son coffre à jouets, il trouva un vieux petit enregistreur en plastique. Il était rouge, avec 2 boutons, lecture et enregistrement. Il fonctionnait encore. Les piles étaient faibles, mais utilisables. Il fit un test en s'enregistrant en train de fredonner et écouta le résultat. Le son était grésillant, mais suffisamment clair. À partir de ce jour-là, il garda l'enregistreur caché dans sa chambre. La nuit, il le plaçait près de la porte, sous une pile de livres, et appuyait sur « Enregistrer ». Puis il attendait. Les voix revenaient, claires et graves, et l'enregistreur captait tout. Ethan réécoutait le lendemain, encore et encore. Pour être sûr, il apprit à être prudent. Chaque matin, il cachait l'enregistreur derrière sa commode ou dans le placard. Il étiquetait les cassettes avec des numéros, utilisant de minuscules autocollants pour que personne ne remarque rien. Il se mit à les collectionner, une par nuit. Les bandes se remplissaient de fragments de vérité. Il entendit Vanessa dire des choses comme « Nous avons juste besoin de 30 jours de plus, et ce n'est qu'un enfant. Personne ne le croira. » Richard marmonna un jour « Nous sommes allés trop loin pour nous arrêter maintenant. » Il ne parlait jamais directement de l'état d'Ethan, mais la manière dont il s'exprimait montrait clairement qu'ils avaient ce besoin, qu'il reste silencieux, faible et incapable de parler. Toute cette situation n'était pas qu'une histoire d'argent pour un traitement. C'était une question de contrôle, et peut-être même d'escroquerie. Ethan ne comprenait pas tout, mais il en savait assez pour voir que ces 2 adultes cachèrent quelque chose de très grave. Pourtant, il ne pouvait pas prendre le risque d'en parler à quelqu'un. Pas encore. Il devait attendre et observer. Il commença aussi à collecter de petits objets au cas où. Une lampe de poche, des piles de rechange, un petit carnet et même une copie de la clé de la maison que Grace avait laissée dans un tiroir des mois plus tôt. Il cacha tout cela sous une latte du plancher, sous son lit. Il ne savait pas pourquoi il ressentait le besoin de se préparer, mais cela lui donnait un sentiment de contrôle. Pour la première fois de sa vie, il n'était plus complètement impuissant. Le jour, il faisait semblant que rien n'avait changé. Il restait silencieux, jouait avec ses jouets et suivait les routines. La nuit, il enregistrait tout. Plus il entendait, plus il comprenait que les adultes responsables de sa vie n'essayaient pas de l'aider. Ils essayaient de l'utiliser. Chaque fois que Vanessa parlait du tribunal ou que Richard chuchotait « et si cela fuit », Ethan en était de plus en plus sûr. Il savait qu'il ne pouvait pas encore les arrêter, mais qu'il pouvait rassembler la vérité. Pièce par pièce, la maison restait calme en apparence.
Personne ne remarquait ce qu'Ethan faisait. Richard continuait de donner des nouvelles aux médias. Vanessa allait et venait sans cesse avec des dossiers et des appels téléphoniques. Mais dans la chambre d'Ethan, quelque chose d'important se produisait. Un enfant que tous croyaient brisé était désormais en train d'écouter, de réfléchir et de planifier. Les voix dans l'obscurité, autrefois effrayantes et confuses, étaient devenues utiles. Elles lui livraient la vérité, celle qu'il pouvait conserver, même s'il ne pouvait pas encore la dire à voix haute. Chaque nuit, il écoutait plus attentivement. Chaque jour, il organisait en secret ses notes et ses enregistrements. Il ne savait ni quand ni comment, mais il croyait que le moment viendrait où il aurait besoin de ses preuves. Pour l'instant, il devait être patient. Il ne pouvait pas encore parler, mais il entendait tout, et au fond de lui, Ethan comprenait une chose clairement. La vérité se rapprochait, et elle était bien plus dangereuse que quiconque ne l'imaginait. Le tribunal avait enfin autorisé une visite supervisée. Grace Lefebvre obtint 30 minutes pour voir Ethan après plusieurs semaines d'éloignement. Une assistante sociale l'accompagnait au manoir, où Richard et Vanessa restaient hors de vue. Ethan l'attendait dans le salon, assis raide sur le canapé. Quand Grace entra, son visage changea. Il ne sourit pas, mais ses yeux s'illuminèrent. Elle s'assit doucement à côté de lui, incertaine de sa réaction. Après un moment de silence, Ethan se pencha vers elle. Il ouvrit lentement la bouche et émit un son. C'était rauque et faible, mais c'était un mot. Grace se figea. Il dit « Grace », presque dans un murmure. Ses yeux se remplirent de larmes, mais avant qu'elle ne parle, Ethan porta un doigt à ses lèvres. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. Grace hocha la tête. Quelque chose d'important était en train de se passer. Pour la première fois, Ethan choisissait de parler. Il lui faisait confiance. Elle se pencha plus près. « On va trouver une solution », dit-elle doucement. Au fil de la visite, Ethan conduisit discrètement Grace à l'étage, dans sa chambre. L'assistante sociale leur accorda un peu d'intimité, puisque le manoir était sous surveillance. Une fois à l'intérieur, Ethan s'agenouilla près de son lit et souleva une latte du plancher. Grace le regardait attentivement, sans savoir ce qu'il faisait. De l'espace caché, il sortit une petite boîte en plastique. À l'intérieur se trouvaient des piles, des papiers et un enregistreur rouge. Il le lui tendit. Elle le prit, intriguée, et Ethan lui montra le bouton « Lecture ». Elle appuya. Un grésillement remplit l'air, puis des voix, celles de Richard et Vanessa. Les mots n'étaient pas clairs au début, mais plus elle écoutait, plus cela devenait évident. Il y avait des phrases parlant d'argent, de mensonges et de maintenir Ethan au silence. Un enregistrement faisait entendre Vanessa dire « S'il parle, nous perdons tout ». Grace sentit un frisson. Elle regarda Ethan. Il acquiesça lentement et lui montra d'autres bandes. La qualité du son n'était pas parfaite, mais le message était clair. Quelque chose de terrible avait été caché. Grace savait qu'elle ne pouvait pas encore courir à la police. Ces enregistrements étaient importants, mais il fallait une preuve plus solide. La santé d'Ethan avait toujours été un mystère pour elle. Elle se souvenait qu'au fil des années, son état ne semblait jamais s'améliorer, quel que soit le nombre de médecins consultés. Elle avait des soupçons, mais n'aurait jamais imaginé que ce soit aussi grave. Elle contacta un vieil ami, le docteur Leonard Hayes, un homme discret qui avait travaillé autrefois avec la famille. Elle lui faisait confiance. Grace expliqua la situation sans donner de nom et lui demanda s'il pouvait examiner Ethan discrètement. Il accepta de les rencontrer dans une clinique voisine. Après avoir organisé les formalités, quelques jours plus tard, Grace et Ethan retrouvèrent le docteur Hayes en secret. Il effectua un examen complet, test neurologique,
examens auditifs et analyse de sang. Ethan resta calme tout du long. Il ne parla pas beaucoup, mais suivit bien les instructions. Après la consultation, le docteur Hayes dit qu'il appellerait bientôt pour les résultats. 2 jours plus tard, Grace répondit au téléphone. La voix du docteur était grave. Il lui demanda de s'asseoir. Puis, il dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Ethan n'avait jamais été handicapé. Elle ne comprit pas tout de suite. Il répéta lentement en expliquant les résultats. L'audition d'Ethan était normale. Son cerveau fonctionnait normalement aussi. Le long silence, l'absence de parole, le comportement étrange. Tout cela avait été causé par autre chose. Puis il mentionna l'analyse de sang. Les produits chimiques trouvés dans le corps d'Ethan correspondaient à un sédatif puissant qui, pris régulièrement, pouvait provoquer des retards cognitifs et moteurs. Le médicament n'avait été prescrit par aucun médecin officiel. Il avait été administré à Ethan pendant des années, probablement par quelqu'un dans la maison. Le cœur de Grace se serra. Quelqu'un avait fait en sorte qu'Ethan paraisse handicapé volontairement. Ce n'était pas une erreur. C'était intentionnel. Mais pourquoi ferait-on cela à un enfant? Grace ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta éveillée à réfléchir à tout. Les enregistrements, le diagnostic, les mensonges, la fausse thérapie, le comportement étrange de Richard et Vanessa et le mystérieux document disparu. Tout devait être lié. Grace comprenait désormais que la vérité était plus dangereuse qu'elle ne l'avait pensé. Ethan avait été drogué pendant des années pour qu'il paraisse malade. Quelqu'un avait tiré un bénéfice de ce mensonge. Peut-être de l'argent, peut-être de la compassion, peut-être du pouvoir. Et ce document, celui que Richard avait dit perdu, juste avant l'audience, pouvait contenir la réponse. Grace en était persuadée. Peut-être s'agissait-il d'un rapport médical ou d'une preuve de fraude financière. Quoi que ce soit, cela devait être la pièce manquante. Elle regarda Ethan, endormi dans son lit, respirant enfin librement. Il avait tant souffert en silence. Elle ne pouvait pas laisser cela continuer. Doucement, elle lui caressa les cheveux et murmura « Je trouverai la vérité, quoi qu'il en coûte. » Elle nota tout ce qu'elle savait déjà. Nom, date, lieu, même des citations des enregistrements. Elle conserva des copies des enregistrements à différents endroits. Une sur une clé USB, une autre téléchargée dans un dossier sécurisé en ligne. Elle ne voulait prendre aucun risque. Elle contacta également le docteur Hayes et lui demanda de rédiger un rapport officiel. Il accepta, mais la prévint de rester prudente. Grace savait qu'elle mettait les pieds dans quelque chose de bien plus grand qu'un simple mensonge familial. Elle commença à poser des questions sur les affaires de Richard, sur le fonds international, sur les archives judiciaires. La plupart des gens ne voulaient pas parler. Certains semblaient le même nerveux. Mais elle n'arrêta pas. Chaque indice la rapprochait de la vérité. Elle se souvenait du bureau de Richard au manoir, du tiroir verrouillé, des réunions nocturnes et de la peur de Vanessa. Le document disparu était toujours quelque part, et désormais Grace était déterminée à le trouver, pour Ethan, pour la justice et pour mettre fin à ceux qui avaient causé tant de mal. Tout commença un après-midi calme. Grace était revenue à la maison sous prétexte de vérifier la santé d'Ethan. Le tribunal avait autorisé ses visites supervisées après le rapport du docteur Hayes. En faisant semblant de jouer avec de vieux jouets dans la chambre d'Ethan, Grace remarqua quelque chose d'étrange dans son comportement. Ethan jetait sans cesse des regards vers le coin de la pièce où se trouvait un vieux meuble à jouets en bois. Il n'avait pas été touché depuis des années. Grace se leva et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des poupées poussiéreuses, des puzzles et des peluches jetées sans soin. Ethan s'approcha sans dire un mot et désigna un ours en peluche sur l'étagère du haut. Son pelage était déchiré sur un côté et de la ouate en sortait.
Grace le prit et l'examina de plus près. Son cœur s'arrêta. Dans la couture déchirée, profondément enfouie dans la ouate, se trouvait un papier plié, jauni et froissé. C'était le document manquant. Ethan l'avait caché tout ce temps. Grace avait du mal à croire ce qu'elle tenait entre ses mains. Ses doigts tremblaient en ouvrant le papier avec précaution. C'était exactement ce que tout le monde cherchait. Le document confidentiel que Richard affirmait disparu depuis des semaines. En parcourant le texte du regard, elle comprit que ce n'était pas seulement un dossier juridique. Le papier contenait des transactions bancaires, des autorisations médicales et des signatures. Il révélait deux choses à la fois. La clé pour débloquer un énorme fonds de recherche international et la preuve que quelqu'un avait utilisé le nom d'Ethan pour y accéder. Des noms étaient listés, de grosses sommes d'argent tracées vers des comptes n'ayant rien à voir avec le traitement médical d'Ethan. Grace regarda Ethan, qui la fixait attentivement, attendant sa réaction. Il n'avait pas dit un mot, mais il n'en avait pas besoin. Grace comprenait enfin. Ethan avait vu plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Tandis que les adultes pensaient qu'il était trop silencieux ou trop malade, il avait observé. Ethan avait protégé la vérité de la seule manière qu'il connaissait, en la cachant. Grace se sentit fière, effrayée et furieuse à la fois. Elle serra Ethan dans ses bras et murmura « Tu as été si courageux ». Puis elle s'assit et commença à lire le document en entier. Les chiffres correspondaient à ce que le docteur Hayes avait découvert. Le médicament n'était pas un traitement. Il servait à faire paraître Ethan malade. L'argent était censé financer une thérapie expérimentale, mais la plupart avaient été transférés vers des comptes privés liés à des sociétés écrans. L'une des sociétés appartenait à quelqu'un lié à Vanessa. Une autre était reliée au nom de Richard, via un fonds d'investissement. Ce n'était plus seulement une affaire médicale, c'était une fraude à grande échelle. Grace comprenait que rendre cela public détruirait Richard et Vanessa. Et maintenant qu'elle avait le document, il viendrait après elle. Elle devait agir vite avant qu'il ne s'en aperçoive. Grace savait qu'il ne pouvait pas rester dans la maison. Elle prépara un petit sac avec des vêtements pour Ethan, de l'eau, des collations et l'objet le plus important, le document. Elle le plaça dans une pochette protectrice et le glissa dans un sac plastique refermable. Au moment où elle fermait le sac à dos, elle entendit des pas en bas. Richard était rentré plus tôt d'une réunion. Elle se figea. Silencieusement, elle fit signe à Ethan, et il acquiesça. Il comprenait. Elle lui prit la main et l'entraîna vers la sortie arrière, près de la buanderie. Ils sortirent discrètement et se dirigèrent rapidement vers le portail du jardin. Le cœur de Grace battait à tout rompre. Elle ne se retourna pas. Une fois dans la rue, elle appela un taxi avec son portable. Elle n'expliqua pas grand-chose au chauffeur, donna seulement une adresse, un endroit sûr, près du tribunal, où elle pourrait préparer leur prochaine étape. Alors que la voiture s'éloignait, Ethan regardait par la fenêtre en silence. Il savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Dans la sécurité d'un petit appartement loué, Grace et Ethan attendaient. Elle avait déjà contacté le docteur Hayes et lui avait demandé de les rencontrer en secret le lendemain matin. Il les aiderait à remettre le document au tribunal. Ils n'avaient qu'une seule chance. L'audience finale était prévue pour le lendemain. S'ils échouaient à présenter la preuve, l'affaire serait classée et les fonds seraient libérés sous le contrôle de Richard et Vanessa. Grace relut le document encore et encore, vérifiant les dates, les signatures et les annexes. Ethan l'aidait en désignant certains noms qu'il se souvenait avoir entendus au cours de ses longues nuits passées à écouter derrière la porte. Grace était stupéfaite par la précision de sa mémoire. Bien qu'il ne parle pas beaucoup, il était désormais pleinement conscient de la situation. Elle le voyait dans ses yeux. La peur, le courage, la compréhension, tout y était. Ce n'était plus une affaire d'argent,
C'était une affaire de vérité et de justice. À la tombée de la nuit, Grace éteignit toutes les lumières et verrouilla la porte à double tour. Elle savait qu'ils étaient traqués. Richard et Vanessa allèrent bientôt comprendre que le document n'était plus caché. Ils pouvaient même deviner que Grace l'avait retrouvé. Mais cela n'avait plus d'importance. Le lendemain aurait lieu l'audience finale. Tout se déciderait là. Grace resta éveillée des heures durant, écoutant chaque bruit dehors. Ethan dormait à côté d'elle sur le canapé, serrant contre lui l'ours en peluche, le même qui avait gardé le secret si longtemps. Quand le matin viendrait, il se rendrait directement au tribunal avec le docteur Hayes. Là, Grace remettrait le document au juge, exposerait la fraude et sauverait Ethan d'une vie de mensonge. Il n'y avait plus de retour possible. Tout dépendait désormais de ce qui se passerait à l'audience. Grace ferma les yeux, murmura une promesse à Ethan et attendit. Ils avaient la vérité. Il ne restait plus qu'à la montrer. La salle d'audience était déjà pleine lorsque la session débuta. Chaque siège était occupé. Journalistes, avocats, travailleurs sociaux et même quelques curieux s'étaient rassemblés tôt. La tension était palpable. Richard était assis au premier rang, à côté de Vanessa, tous deux vêtus de costumes sombres. Leurs visages étaient graves et fermés. Les caméras étaient interdites, mais les journalistes noircissaient frénétiquement leurs carnets. Richard se leva et s'avança vers le juge. Sa voix était forte et émue. Il affirma que Grace avait enlevé son fils. Il déclara qu'Ethan était en danger et que Grace, ancienne employée instable, avait profité de l'état de l'enfant. Il prétendit qu'elle avait falsifié des documents et manipulé Ethan pour le faire fuir. Vanessa prit la parole ensuite, affirmant que Grace avait toujours montré des signes d'instabilité émotionnelle. Elle ajouta que Grace nourrissait une obsession pour l'enfant et ne devait pas être crue. Dans la salle, certains restaient perplexes, d'autres acquiesçaient, incertains de qui croire. Puis tout changea. Au moment où Vanessa termina sa déclaration, les lourdes portes en bois au fond de la salle s'ouvrirent. Toutes les têtes se tournèrent. Grace entra calmement, tenant la main d'Ethan. Elle portait une tenue simple, sans maquillage, ni effet théâtral. Ethan, vêtu d'un t-shirt uni et d'un jean, fixait droit devant lui avec détermination. La salle se figea. Le juge, manifestement surpris, demanda qui les avait laissés entrer. Un agent de sécurité expliqua qu'ils figuraient déjà sur la liste des visiteurs autorisés. Le juge regarda directement Grace, puis baissa les yeux vers Ethan. « Souhaites-tu t'exprimer » demanda-t-il. Ethan n'hésita pas. Il fit un pas en avant, lâcha la main de Grace et déclara d'une voix forte « Mon père ment ». Les mots résonnèrent dans toute la salle. Tout le monde resta figé. Pendant une longue seconde, personne ne réagit. Puis des murmures s'élevèrent. Le juge frappa de son maillet et réclama le silence. Ethan restait debout, immobile, ni effrayé, ni en pleurs, simplement sérieux. L'enfant qui n'avait jamais parlé en public venait de dire la vérité, et personne n'y était préparé. Grace s'avança vers la table du juge et y posa un épais dossier. Elle expliqua que le document à l'intérieur était celui que Richard prétendait voler. Elle remit aussi le rapport médical, signé par le docteur Hayes. Le juge fit signe à l'huissier d'apporter les pièces. Tandis qu'il commençait à lire, la salle resta silencieuse. Grace parla avec des phrases brèves et claires. Ethan avait été drogué avec une substance non prescrite pendant des années. Le but était de le faire paraître malade afin de justifier le déblocage de fonds d'un compte de recherche. Elle expliqua que Richard et Vanessa avaient exploité l'état médical d'Ethan pour détourner des millions. Ethan acquiesça pendant son récit, confirmant ses propos.
Puis Grace ajouta que l'enfant avait caché le document original dans un ours en peluche parce qu'il savait que personne d'autre ne le protégerait. Soudain, Vanessa interrompit, hurlant que tout cela était monté de toutes pièces. Elle tenta d'arracher le dossier, criant que le tribunal était dupé. Le chaos éclata. Le juge se leva rapidement et éleva la voix. Il ordonna à tous de rester calmes. Comme Vanessa continuait à crier en ignorant les avertissements, le juge se tourna vers la sécurité et déclara fermement « Faites-la sortir de la salle. Inculpez-la pour outrage au tribunal. » 2 agents s'approchèrent de Vanessa, qui résista brièvement, avant de les suivre, toujours en hurlant. Richard restait figé. Il ne bougeait pas, ne disait rien. Il paraissait choqué, comme s'il n'avait jamais imaginé qu'Ethan parlerait, ni que Grace viendrait avec de vraies preuves. Le juge ordonna une suspension afin que tous les documents soient examinés en détail. La salle commença à se vider, mais l'atmosphère demeurait lourde. Les journalistes se précipitèrent dehors pour diffuser la nouvelle. Ethan resta aux côtés de Grace, lui tenant à nouveau la main. Il semblait fatigué, mais aussi soulagé, comme libéré d'un poids. Le juge annonça que l'audience reprendrait plus tard dans la journée, après une étude complète des preuves désormais versées au dossier. À l'extérieur du tribunal, tout s'accéléra. Les chaînes d'infos diffusaient en direct. Les gros titres en ligne se mettaient à jour. Ethan parle, l'enfant qui a révélé la vérité. Le docteur Hayes arriva avec des documents supplémentaires, dont des résultats d'analyse et des tableaux comparatifs prouvant que le médicament n'avait jamais été homologué pour la condition d'Ethan. L'assistance juridique du tribunal examina l'ensemble. Dans une petite salle d'attente, Grace, Ethan et le docteur Hayes étaient assis ensemble. Personne ne parlait vraiment. Ils attendaient simplement. Ethan feuilletait un de ses dessins, tandis que le docteur Hayes surveillait le couloir dans l'attente d'informations. Grace était épuisée, mais restait concentrée. Le moment dépassait chacun d'eux. Ce n'était plus seulement l'avenir d'Ethan qui se jouait, c'était la justice elle-même. De l'autre côté du bâtiment, Richard rencontrait son équipe d'avocats, désormais visiblement ébranlés. Certains de ses défenseurs commençaient à douter de son récit. Vanessa, quant à elle, était interrogée séparément dans une salle de rétention. Le tribunal se préparait à rendre une décision qui pouvait tout changer. Lorsque l'audience reprit, le juge avait étudié l'ensemble du dossier. Son visage ne trahissait aucune émotion. Tout le monde reprit place. Grace s'assit derrière le banc des parties civiles. Ethan à ses côtés. Le docteur Hayes se tenait non loin, prêt à témoigner si nécessaire. Le juge commença par déclarer que les preuves présentées étaient solides et nécessitaient une enquête criminelle approfondie. Il confirma que le document correspondait bien aux fichiers manquants précédemment signalés. Il précisa que les conclusions du docteur Hayes concordaient avec des symptômes induits par des drogues à long terme et non avec une maladie naturelle. Il salua le courage d'Ethan et les actions de Grace. Puis il annonça qu'une information judiciaire officielle serait ouverte immédiatement. Richard fut assigné à résidence dans la ville sous contrôle judiciaire. Vanessa demeurerait en garde à vue. La salle explosa de nouveau, cette fois sous les questions des journalistes cherchant des déclarations. Mais Ethan resta silencieux. Il avait dit ce qu'il devait dire. Pour la première fois, quelqu'un l'avait entendu. Et la vérité était enfin au grand jour. Le rapport médico-légal officiel arriva 3 jours après l'audience finale. Il fut remis au tribunal sous scellé et ouvert en présence du juge, des représentants légaux et du docteur Hayes. Grace était assise à côté d'Ethan, lui serrant la main. Quand le juge lut à haute voix le contenu, la salle devint silencieuse. Le rapport confirma qu'Ethan avait été exposé à un ensemble spécifique de substances chimiques pendant une longue période. Ces substances,
administrée régulièrement, provoquait une perte auditive temporaire et une suppression de la parole. Elle n'était en aucun cas destinée aux enfants et n'était approuvée pour aucun usage thérapeutique connu. Les produits avaient été déguisés en traitement, mais en réalité, ils servaient à maintenir Ethan silencieux et dépendant. Sa condition n'avait rien de génétique ou de neurologique. Elle avait été provoquée. Le juge releva les yeux après la lecture. La vérité n'était plus une hypothèse, elle était confirmée. Ethan avait été rendu malade volontairement. Ensuite, le juge examina le document qu'Ethan avait caché dans l'ours en peluche. Il fut analysé par un expert en fraude financière qui confirma son authenticité. Le papier détaillait la structure du Fonds international, censé être créé pour des cas médicaux rares. Mais il révélait quelque chose de bien pire. L'argent n'était jamais directement géré par une institution médicale. Il transitait par une société fictive qui semblait légitime sur le papier. L'enquête démontra que cette société n'était qu'une coquille vide, sans personnel réel ni activité. Son seul associé déclaré avait des liens financiers avec Richard. L'argent du fonds était censé soutenir la recherche, mais la majorité avait été détournée vers des comptes liés au réseau d'affaires de Richard. Le plan avait été simple. Utiliser la fausse maladie d'Ethan comme couverture pour débloquer des millions d'aides, puis les rediriger discrètement. Mais avec le document désormais entre les mains de la justice, tout le stratagème était exposé en détail. Le juge se tourna ensuite vers les enregistrements audio. Un à un, ils furent diffusés dans la salle. Ethan resta silencieux, tandis que les voix de Richard et Vanessa résonnaient dans les haut-parleurs. Dans les enregistrements, Vanessa parlait de transfert de fonds à effectuer avant que quiconque ne pose des questions. On entendait Richard dire « Tant que le garçon ne parle pas, nous sommes en sécurité ». Dans un autre extrait, Vanessa prévenait « Si tout cela s'écroule, nous perdons tout ». Les enregistrements rendaient impossible toute négation de leur implication dans le schéma. Aucune trace de montage ou de manipulation n'était détectée. Tout correspondait à la chronologie présentée par Grace et le Dr Hayes. Le juge marqua une pause après chaque extrait, laissant à la salle le temps d'assimiler ce qui venait d'être entendu. Il n'y eut cette fois aucune objection, aucune interruption. L'équipe de défense resta muette, consciente qu'il n'y avait plus rien à plaider. Ce qui n'était au départ qu'un soupçon était désormais appuyé par des preuves matérielles, des rapports médicaux, des documents financiers et des aveux enregistrés. L'affaire avait atteint son point de rupture. Avec le rapport médico-légal, le document financier et les enregistrements réunis, le juge rendit sa décision finale. Il se leva, ajusta ses lunettes et parla clairement pour que chacun entende. Richard Dubois et Vanessa Morel étaient reconnus coupables de fraude, de maltraitance sur mineurs et de tentative de détournement de fonds internationaux. La salle resta silencieuse, tandis que le juge ordonnait leur arrestation immédiate. Les officiers s'avancèrent et leur passèrent les menottes. Richard ne résista pas. Il fixait le sol, livide et sans expression. Vanessa tenta de prendre la parole, mais on lui ordonna de se taire. Le juge ajouta que d'autres chefs d'accusation pourraient suivre, à mesure que l'enquête avancerait sur les affaires de Richard. Lorsqu'ils furent emmenés, Ethan regarda en silence. Il ne souriait pas, il ne parlait pas, mais ses yeux suivirent leur sortie. Grace passa son bras autour de lui. La vérité avait été entendue, et ceux qui avaient causé tant de mal allaient enfin rendre des comptes. Dès la fin de l'audience, les journalistes se précipitèrent dehors pour diffuser la nouvelle. Les gros titres s'affichèrent sur les écrans. Un milliardaire et son avocate condamnés pour abus et fraude. À l'intérieur du palais de justice, les autorités commencèrent à organiser des mesures de protection pour Ethan. Les services sociaux évoquèrent la mise en place d'un environnement sûr
et stable. Grace, avec le soutien du Dr Hayes, demanda une tutelle provisoire. Le juge accepta, déclarant qu'Ethan avait déjà noué avec elle un lien de confiance indéniable. Plus encore, elle avait combattu pour lui, alors que personne d'autre ne l'avait fait. Grace s'agenouilla auprès d'Ethan et lui murmura « C'est fini maintenant. Tu es en sécurité. » Ethan acquiesça lentement. Pour la première fois, le monde savait ce qu'il avait subi. Les mensonges n'étaient plus protégés par l'argent ni par le pouvoir. La justice avait tranché. La salle d'audience se vida, mais Grace et Ethan restèrent encore un instant. Il reprit l'ours en peluche qu'il serrait dans ses bras, non plus pour cacher un secret, mais parce qu'il n'avait plus besoin de se cacher. Alors, silencieusement, des larmes coulèrent sur ses joues. Mais ces larmes n'étaient pas de peur ni de douleur. C'étaient des larmes de libération. Il avait porté trop longtemps un secret qu'aucun enfant n'aurait dû porter. Désormais, avec la vérité révélée et les responsables punis, il pouvait enfin relâcher ce poids. Grace le tint doucement, lui laissant pleurer en paix. Le Dr Hayes se tenait tout près, observant avec respect. Personne ne les pressa. Personne n'interrompit. C'était un moment de guérison. Dehors, le monde réagissait. Les médias, la police et les enquêteurs financiers se lançaient déjà dans le démantèlement de tout ce qu'avaient en fait Richard et Vanessa. Mais dans cette petite salle d'audience, une seule chose comptait. L'enfant que l'on croyait condamné au silence. Ethan avait parlé, et tout avait changé. Le chemin n'était pas terminé, mais un tournant avait été franchi. Une porte s'était ouverte. La justice n'était plus seulement un mot. C'était désormais une réalité qu'Ethan avait vue et ressentie. Après la fin du procès et l'incarcération de Richard et Vanessa, il restait une dernière question à trancher. L'avenir d'Ethan. Ses deux parents biologiques étant sous le coup de poursuites pénales et aucun autre membre de la famille ne s'étant manifesté, le tribunal devait décider de qui assumerait la responsabilité légale de l'enfant. Les travailleurs sociaux organisèrent plusieurs réunions pour évaluer la situation. Un nom revenait sans cesse, Grace. Elle avait été là du début à la fin. Elle avait pris soin d'Ethan, non par obligation, mais par choix. Elle l'avait protégé quand personne d'autre ne le faisait. Au cours des jours suivants, des psychologues et éducateurs, désignés par le tribunal, passèrent du temps avec Grace et Ethan. Ils observèrent leurs interactions, la façon dont Ethan réagissait à sa présence et la sécurité qu'il ressentait auprès d'elle. Tous les rapports conclurent la même chose. Le lien entre Grace et Ethan était fort, stable, fondé sur la confiance et l'affection. Le juge fixa une audience finale de garde. Grace s'assit au tribunal, nerveuse mais calme. Ethan était à ses côtés, lui tenant la main. Cette fois, la salle n'était pas remplie de journalistes ni d'avocats. C'était une audience discrète, avec seulement quelques responsables légaux présents. Le juge commença par résumer les rapports du service de protection de l'enfance. Il nota que plusieurs professionnels avaient confirmé l'attachement d'Ethan à Grace. Puis il se tourna vers le garçon et lui demanda s'il avait quelque chose à dire. Ethan leva les yeux, hocha la tête et parla clairement. « Elle est ma vraie famille. » La salle resta silencieuse. Les yeux de Grace se remplirent de larmes. C'était la première fois qu'Ethan s'exprimait au tribunal, sans peur ni hésitation. Le juge se pencha légèrement, lui adressa un sourire bienveillant et déclara qu'il en avait entendu assez. En quelques coups de plume, il valida la demande de Grace. C'était officiel. Grace n'était plus seulement la gardienne, elle devenait sa tutrice légale. Après la décision, le personnel du tribunal rencontra Grace en privé pour lui expliquer la suite. Une question importante restait à régler, l'avenir financier d'Ethan.
Puisque les biens de Richard étaient saisis dans le cadre de l'enquête, le juge voulut garantir la protection du garçon. Une partie de la fortune de Richard, précisément les fonds qui auraient dû servir aux soins médicaux d'Ethan, serait désormais placée dans une fiducie spéciale. Cette fiducie serait gérée au nom d'Ethan et ne pourrait servir qu'à ses besoins. Le tribunal désigna Grace comme administratrice officielle. Son rôle serait de protéger cet argent, de gérer les dépenses liées à l'éducation et aux soins d'Ethan, et de rendre régulièrement compte au tribunal pour éviter toute dérive. Grace accepta sans hésiter. L'argent ne l'intéressait pas. Sa seule préoccupation était le bien-être d'Ethan. Mais savoir qu'il aurait désormais les moyens d'aller à l'école, de suivre des thérapies et de vivre dans un foyer sûr lui apporta une profonde sérénité. Ethan avait retrouvé un avenir, un vrai. Dans les jours qui suivirent, l'histoire fit le tour du monde. Les médias reprirent les gros titres. Des photos d'Ethan marchant main dans la main avec Grace à la sortie du tribunal parurent dans les journaux et sur les applications d'actualité. Une photo d'Ethan parlant lors du procès final circula sur Internet avec la légende « Le garçon qui a retrouvé sa voix ». L'histoire se répandit à toute vitesse. Un enfant que l'on croyait muet avait dénoncé la fraude d'un milliardaire grâce à ses propres mots. Des journalistes de médias internationaux affluèrent pour demander des interviews. Grace en refusa la plupart, choisissant de protéger la vie privée d'Ethan. Mais elle accepta une brève entrevue avec un journaliste de confiance où elle se contenta de dire « Ce n'est pas un dossier, ce n'est pas une victime, c'est un enfant qui a eu le courage de parler quand cela comptait le plus. » Cette phrase fut imprimée en une de nombreux journaux. Certains appelèrent cela une histoire de justice, d'autres un miracle. Mais pour Grace et Ethan, c'était quelque chose de bien plus simple. Le début d'une nouvelle vie. Entre-temps, Grace travailla à créer une nouvelle routine. Elle s'installa avec Ethan dans un quartier calme en périphérie, loin de la presse et du tumulte. La nouvelle maison était modeste, mais chaleureuse. Ethan avait sa propre chambre avec des étagères pour ses livres, ses jouets et un espace pour dessiner. Chaque matin, il déjeunait à table. Chaque soir, il se couchait sans peur. Grace l'inscrivit dans une école proche, dotée d'un accompagnement spécial pour les enfants ayant traversé des traumatismes. Les enseignants et les thérapeutes l'accueillirent avec patience et bienveillance. Au début, Ethan ne parlait pas beaucoup, mais peu à peu, il se mit à répondre aux questions. Il leva la main, il rit. Il se fit même quelques amis. Grace observait tout cela avec une fierté discrète. Elle l'aidait pour ses devoirs, assistait aux réunions parents-professeurs et veillait à ce qu'il ne manque de rien. Le fonds fiduciaire couvrait ses besoins. Mais c'était la sécurité affective qui faisait toute la différence. Pour la première fois, Ethan était simplement un enfant, pas un titre de presse, pas un cas, juste lui-même. À l'anniversaire du procès, un journaliste envoya à Grace un exemplaire du journal original avec une note. « Merci d'avoir changé l'histoire. » Le gros titre ressortait encore en lettres noires. Un garçon qu'on croyait muet fait tomber un milliardaire grâce à sa voix. Grace regarda le papier, puis le plia soigneusement et le rangea dans une boîte de souvenirs pour Ethan. Elle ne voulait pas qu'il grandisse défini par ce qui s'était passé, mais elle ne voulait pas non plus qu'il oublie sa force. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble, puis regardèrent un de ses films préférés. Avant d'aller dormir, Ethan lui remit un dessin qu'il avait fait. On y voyait les deux, debout sous un arbre, se tenant par la main. Dans un coin, il avait écrit 2 mots, « Ma famille ». Grace sourit et le serra fort dans ses bras. Tout ce pourquoi ils s'étaient battus était désormais réel. La justice avait été rendue. Mais plus important encore, l'amour avait gagné. Quelques mois passèrent depuis la décision du tribunal.
La vie d'Ethan avait complètement changé. Pour la première fois de son existence, tout semblait normal. Il se levait chaque jour dans une maison tranquille, prenait son petit déjeuner sans hâte et préparait son sac pour l'école. Il suivait les cours régulièrement, s'asseyait avec les autres enfants et posait des questions comme n'importe quel élève curieux. Il avait pris confiance en lui pour parler. Les mots sortaient désormais naturellement. Il n'hésitait plus, ni ne jetait de regards inquiets autour de lui. Ses professeurs étaient stupéfaits de la rapidité avec laquelle il apprenait. Il rattrapa son retard en lecture, résolvait des problèmes de maths avec aisance et se mit même à aider ses camarades en difficulté. Pendant les récréations, il jouait au foot avec ses amis et riait sans retenue. Grace venait le chercher après l'école et il parlait toujours sur le chemin du retour. Il lui racontait ses cours, ses matières préférées et même ses nouveaux dessins. Son silence avait laissé place à une voix claire et assurée, qui montrait au monde qu'il n'avait plus peur. À la maison, la vie était tout aussi paisible. Grace avait instauré une routine rassurante, des petites tâches, du temps pour les devoirs et aussi de la place pour les jeux. Mais Grace sentait qu'elle devait aller plus loin. Ce qu'avait vécu Ethan lui avait ouvert les yeux. Tant d'enfants souffrèrent dans le silence sans que personne ne le voie. Elle décida donc de fonder une organisation pour aider des enfants comme lui. Après plusieurs réunions avec des avocats, des travailleurs sociaux et des psychologues, elle lança officiellement le projet Voix. C'était un centre destiné à protéger les enfants négligés ou maltraités. L'équipe y offrait thérapie, accompagnement juridique et un lieu sûr pour se reconstruire. Grace le nomma en hommage à Ethan, non pour exposer encore son histoire, mais pour honorer le courage qu'il avait montré. Ethan participa à la création du logo, un simple dessin d'un enfant parlant dans un micro. Le projet attira vite du soutien. Des dons affluèrent, des bénévoles s'inscrivirent. Parti petit, le projet Voix grandissait rapidement. L'affaire d'Ethan ressurgit dans l'actualité. Le garçon, que l'on croyait autrefois muet, était devenu un symbole de vérité et de justice. Des articles furent publiés, des interviews demandées, et les gens débattirent de la façon dont le système avait failli et de la manière dont il s'en était sorti. Les responsables politiques commencèrent à s'y intéresser. Certains rencontrèrent Grace pour discuter de réformes. Ils examinèrent la prise en charge des cas de maltraitance, notamment lorsque des familles puissantes étaient impliquées. En quelques mois, de nouvelles propositions de loi furent rédigées pour améliorer la protection des enfants. L'une d'elles, appelée Loi Ethan, visait à renforcer les procédures de signalement des abus présumés et à donner davantage de moyens aux services de protection de l'enfance pour enquêter sur les traitements médicaux privés. Grace ne s'intéressait pas à la politique, mais elle était fière que l'histoire d'Ethan fasse une réelle différence. Elle gardait son attention sur les enfants du centre. Chaque fois qu'elle voyait l'un d'eux sourire ou parler librement, elle savait que le combat avait valu la peine. Avec le temps, Ethan s'adapta de plus en plus à sa nouvelle vie. Il se rendait souvent au projet Voix, parfois pour lire des livres, parfois juste pour jouer. Les autres enfants le regardaient avec admiration, même s'ils ne connaissaient pas entièrement son passé. Il faisait preuve de patience. Il écoutait. Parfois, il s'asseyait simplement auprès d'un enfant qui ne voulait pas parler et restait là, silencieux, présent. Grace voyait cela et comprenait combien il avait guéri et combien il pouvait aider les autres à guérir, eux aussi. Un jour, un réalisateur approcha Grace avec une idée, un documentaire sur le projet Voix et le parcours d'Ethan. Grace hésita d'abord. Elle ne voulait pas transformer la vie d'Ethan en spectacle, mais après mûre réflexion, et après qu'Ethan lui-même eut donné son accord, elle accepta, à condition que l'histoire soit racontée avec respect et centrée sur l'espoir. Le tournage débuta discrètement,
avec Ethan parlant à l'équipe selon ses propres termes. Il choisissait ce qu'il voulait partager. Il ne voulait pas de pitié. Il voulait que les gens comprennent la vérité. Le documentaire fut achevé quelques mois plus tard. Il retraçait l'histoire d'Ethan depuis le début. Le silence, le traitement, le procès, le moment où il parla, et tout ce qui suivit. Il montrait aussi comment le projet Voix aidait d'autres enfants comme lui. Le film incluait des interviews avec Grace, le docteur Hayes et quelques enseignants qui avaient à le constater les progrès d'Ethan. Il se terminait sur des scènes d'enfants dessinant, riant et apprenant au centre. Lorsqu'il fut diffusé en ligne et dans quelques petits festivals, la réaction fut forte. Des spectateurs envoyèrent des messages de soutien et de remerciement. Certains racontèrent leurs propres histoires de négligence ou de maltraitance durant l'enfance. D'autres dirent qu'ils avaient été inspirés à s'engager dans la protection de l'enfance. Le documentaire fut même utilisé dans des formations pour travailleurs sociaux et enseignants. Mais le moment le plus puissant vint à la toute fin, quand Ethan, désormais totalement à l'aise devant une caméra, fixa l'objectif et prononça sa phrase finale, celle qu'il avait lui-même écrite. Dans la dernière scène, Ethan se tenait devant un simple mur blanc. Il portait une chemise bleue ordinaire et tenait une petite feuille de papier dans la main. La caméra zoomait lentement. Sa voix était ferme, calme et claire. « Ils ont voulu me réduire au silence, dit-il. Mais personne ne peut réduire la vérité au silence. » L'écran devint noir. Cette phrase resta gravée dans l'esprit de tous ceux qui virent dans le film. Ce n'était pas une réplique. C'était un message. Un rappel que même la plus petite voix pouvait porter loin lorsqu'elle disait la vérité. Grace regarda le film seule la première fois. Elle pleura, non de tristesse, mais de fierté. Elle vit dans ce garçon, autrefois brisé et muet, quelqu'un de fort, de généreux et de courageux. Après la sortie, Ethan reprit sa vie normale. Pas de gloire, pas de projecteur, seulement l'école, ses amis et son aide auprès des autres. Mais ce moment, cette phrase, devinrent un symbole dans le monde entier. Une voix enfin libre. Et ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Je suis vraiment heureux que vous soyez restés avec moi jusqu'ici. Merci beaucoup de votre fidélité. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions. Quelle partie vous a le plus marqué? Laquelle a suscité le plus de débats? N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.